pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la plateforme de l'excellence où nous cherchons à vaincre, sans chercher à convaincre, sans chercher à vaincre qui que ce soit. Merci d'être avec nous en ce 30 août 2024 et de nous suivre. Aujourd'hui, nous aurons deux sujets et après ces deux sujets, vous aurez l'opportunité d'écouter un éditorial de Mère Blanc et après cet édito, on pourra rapidement laisser la parole aux uns et aux autres. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance et à tous ceux qui, en ce jour, participent au festin intellectuel. Le premier sujet a pour titre « Gestion des frontières, les activités illicites qui y persistent ». On ne peut jamais parler de la sécurité d'un pays sans se soucier de ce qui se passe aux frontières de nos pays. Et donc la majorité des attaques terroristes ont eu lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Burkina Faso et le Mali. Avec une étendue de sa frontière, bien sûr avec ces deux pays qui tournent autour de 1100 km, la Côte d'Ivoire rencontre des difficultés pour assurer sa sécurité. Les risques d'insécurité augmentent avec un trafic non contrôlé entre les pays. La dernière attaque, encore récente, datant du 21 octobre 2021, a été orchestrée contre un poste d'observation des forces de l'ordre à Téini, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Selon le Global Initiative Against Transnational Crime, Hamza aurait été envoyé en Côte d'Ivoire en 2019 dans le but de créer une cellule terroriste et mettre en place un territoire pour accueillir les djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire. En outre, le second groupe terroriste le plus puissant d'Afrique, en l'occurrence le GSIM, semble agir dans l'entièreté de la région et ambitionne de se constituer en État dans la région du Sahel. Pour ce faire, hormis ses actes de déstabilisation, il s'est transformé à la fois en un acteur politique et social apportant de l'assistance aux populations villageoises. Et donc, ce que nous sommes en train d'évoquer ici, c'est la sécurité à nos frontières. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la menace terroriste n'est plus quelque chose qui étonne qui que ce soit. Et
Ce que nous espérons, c'est que cette menace-là ne puisse pas prospérer. Sinon, aujourd'hui, dire qu'elle n'est pas là, ce n'est plus une vérité. Mais en même temps, est-ce que nous ne connaissons pas les sources du danger? Si les sources du danger sont connues, si menace terroriste il doit en avoir, ça va venir inévitablement du côté nord, c'est-à-dire entre le Burkina et le Mali. Voilà les deux pays qui ont toujours servi et qui pourraient servir à l'avenir des djihadistes, comme on a pu le voir à Bassam, comme on a pu le voir à Kafolo, comme on a pu le voir à Teini. Et plus que jamais, c'est une menace sur laquelle il ne faut pas dormir. Et donc, il y a des exemples qui sont là pour prouver que depuis 2019, le chef des terroristes qui avait attaqué Kafolo et qui s'appelait Hamza, c'est quelqu'un qui était rentré en Côte d'Ivoire depuis 2019 avec pour seule intention de mettre en place des cellules de terroristes sur le territoire ivoirien. Et dans leur méthode, ils ont accueilli des djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et progressivement, ils vont poser des actions que tout le monde connaît. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont reçues dans le nord de la Côte d'Ivoire, il serait inhumain de dire qu'il ne faut pas aider les personnes en danger. Mais aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on ne sait pas. Ces personnes-là, dans l'absolu, personne ne peut dire qu'elles sont de bonnes intentions à 100%. Il y a forcément des terroristes là-dedans. Il y a forcément des mauvaises personnes là-dedans. Il y a forcément des personnes aux intentions malsaines là-dedans. Est-ce qu'en voulant faire le bien, d'assister les personnes en danger, mais sans connaître leurs véritables intentions, est-ce que nous ne nous mettons pas nous-mêmes en danger? Voilà le problème dans lequel la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui. Pendant ce temps, les terroristes aussi ont évolué dans leurs méthodes. Si au départ, ils avaient des difficultés, l'expérience du terrain leur donne des idées. Aujourd'hui, par exemple, le groupe qu'ils appellent le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, aujourd'hui gagne en idée et veut créer un État. Ils veulent créer carrément un pays à partir des régions du Sahel. Mais le drame dans l'affaire, c'est que les dirigeants actuels du Mali, du Burkina et du Niger sont ceux-là même qui alimentent le djihadisme. Parce que c'est eux qui pourvoient en armes les djihadistes. C'est grâce à eux, leurs armées, qu'aujourd'hui les djihadistes arrivent à s'armer comme il faut. Malheureusement, on nous fait croire que ce sont des attaques, mais c'est bien plus profond que des attaques. Ça ressemble carrément à un cinéma de mauvais goût pour faire perpétrer le djihadisme et perpétuer, le djihadisme, je voulais dire, pour essayer de déstabiliser la sous-région, afin que eux, leur idéologie puisse prospérer, c'est-à-dire le coup d'État, mais c'est dans le désordre surtout que ces putschistes pourront aussi avoir des États qui seront déstabilisés, et donc toute la sous-région. Et donc malheureusement, les dirigeants putschistes qui se trouvent aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger ont les mêmes intentions que les djihadistes. Quel que soit le nom que vous leur donneriez, ils ont les mêmes intentions aujourd'hui. C'est la déstabilisation globale de la sous-région. Et dans cette déstabilisation-là, vous verrez des djihadistes aujourd'hui qui se transforment en acteurs politiques et en acteurs sociaux. C'est-à-dire au-delà de leur action peu glorieuse, ils essaient de donner l'impression qu'ils ont un rôle politique à jouer dans notre sous-région ouest africaine, et vous les voyez faire des actes de portée sociale, soit disant qu'ils apportent de l'aide aux populations ou même qu'ils parlent au nom des populations. Et donc c'est une montée en expérience de ces groupes-là, non seulement par les armes,
ils ont pu s'imposer à des États défaillants qui eux-mêmes encouragent les coups d'État et ces putschistes même qui encouragent en même temps aussi les djihadistes. Mais on se retrouve avec des terroristes aujourd'hui qui sont à la fois en train de devenir des acteurs politiques et des acteurs sociaux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore la faillite des hommes politiques. Et c'est ce qui fait que même des djihadistes qui n'ont aucune formation et qui n'ont aucune ambition réelle, parce que l'ambition est légitime, mais avec quels moyens tu vas mettre ton ambition en marche? Voilà où se pose la problématique. L'ambition, c'est comme un rêve. C'est bien de rêver, mais avec quels moyens tu mets en marche ton rêve? C'est là qu'on verra si ton rêve vaut la peine d'être ou ne pas. Et aujourd'hui, malheureusement, ces djihadistes-là essaient de jouer dans les mentalités, sur les esprits, en utilisant certains problèmes, des réalités politiques des différentes régions où ils se trouvent pour essayer de capturer certains esprits, certains cœurs. Et ils vont plus loin. Parce que partout où on parle de djihadisme, de coup d'État, de désordre, c'est forcément aussi la pauvreté. Et donc ils profitent de cela, même s'ils distribuent peut-être un sac de riz, avec la propagande aidant, ils donnent l'impression qu'ils sont des acteurs sociaux qui apportent de l'assistance aux populations, qui aident les populations. Alors que comparé au drame qu'ils causent, l'aide qu'ils apportent n'est absolument rien. Notons que le groupe terroriste, présent dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, exerce de multiples activités illégales pour se financer et déstabiliser le pays. Leur mode opératoire consiste à utiliser l'attaque directe des postes de gendarmerie et de l'armée en grand nombre, surtout équipés d'armes à feu. Pour le financement de leurs activités déstabilisatrices, ils ont souvent recours au phénomène des coupeurs de route. Et donc, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a constaté? La frontière Côte d'Ivoire-Burkina, à un moment, on avait vu des terroristes qui s'étaient implantés et qui faisaient de l'orpaillage clandestin. On avait aussi vu des terroristes qui faisaient transiter leur bétail dans ces zones-là. Mais ce n'était pas tout. Ils essayaient aussi d'attaquer la gendarmerie ou bien même les postes militaires qui sont là pour pouvoir s'équiper en armement. Et de manière encore plus triste, pour se financer au jour le jour, ces terroristes étaient coupables de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les coupeurs de route. Et donc vous voyez que le phénomène a changé de visage. Beaucoup de coupeurs de route sont malheureusement des djihadistes aujourd'hui, surtout dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. Surtout, pour être encore plus précis, entre la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. D'ailleurs, le vol de bétail a été identifié comme une activité organisée par un réseau de djihadistes dirigé par Hamza. Et le Hamza dont on vous parle là, à un moment, le vol de bétail faisait partie de leurs activités. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient simplement des embuscades sur les routes pour dépouiller tous ceux qui avaient du bétail. Et ils rentraient avec cela à partir des frontières terrestres. Et donc, avec tout ce qu'on vient de vous dire, il faut encore se questionner sur la porosité de nos frontières, la sécurité de nos frontières, et prendre des mesures de sécurité qui vont mettre tout le monde en confiance et qui vont surtout décourager les djihadistes. Si dans un temps cela ne peut se faire sans la collaboration des populations elles-mêmes, il faut aussi reconnaître que nos États doivent prendre des mesures parce que problème exceptionnel, comportement exceptionnel. On ne peut pas s'amuser à penser que en faisant simplement l'accueil des réfugiés, c'est un acte de bonté, c'est un acte positif.
Alors que la réalité du monde a changé. La réalité du terrain a changé. Si on était dans une guerre classique, ou bien dans des attaques classiques, on aurait pu comprendre ce fait-là. Mais aujourd'hui, avec tous les détails, avec aussi des forces de sécurité et de défense aux frontières qui souvent, pas eux tous, mais certains, qui sont plus enclins à aller vers la corruption, prendre quelques billets de banque ou même des pièces au bord des routes, tout ça, ce sont des réalités qu'il faut vérifier. Il faut corser davantage la sécurité aux frontières de nos pays pour éviter encore des surprises désagréables comme ce que nous avons connu à Grand Bassam, à Kafolo, à Teini, et une fois même l'attaque même des camps des forces de défense et de sécurité. Et ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Et donc, c'était un article qui avait été tiré d'Opera News pour ceux qui veulent vérifier, avec quelques commentaires que j'ai ajoutés là-dessus. On va terminer avec le deuxième sujet. À 14 mois de la présidentielle, le PDCI entre division interne et inaction. Ici, c'est un article du journal en ligne qu'on appelle... Non, pardon. De notre frère Yacouba Doumbia. Et après cela, je vais faire donc une analyse de la situation globale de l'opposition qui dit qu'aujourd'hui, le RHDP a très peur d'elle. Qu'elle soit réunie ou divisée, aujourd'hui, l'opposition est convaincue que le RHDP a peur d'elle et que c'est le RHDP qui n'a pas envie d'aller aux élections. C'est le RHDP qui tripatouille les fiches électorales. C'est le RHDP qui fait de la transhumance. C'est le RHDP qui fait de la corruption des militants. Et donc, on aura accusé le RHDP de tous les crimes. Mais est-ce pour autant la réalité? Et donc ici, en ce qui concerne le PPACI, on n'a même plus besoin de vous montrer le PPACI, FPI, MGC, COGEP. On n'a même pas besoin de vous montrer les morceaux de bois qu'ils se balancent sur la tête. Comme tellement ils sont divisés. Et là, on n'a même plus besoin de vous en parler. Mais dans le PDCI, eux font semblant de cacher qu'ils sont divisés. Ils font semblant de cacher qu'ils ne sont pas efficaces sur le terrain. Et ça, il faut en parler pour montrer la réalité qui existe là-bas, même si ils ne font pas beaucoup de bruit. Au-delà des apparences, le PDCI traverse une crise. Et cette crise-là, la première chose qui va la mettre encore plus à jour, c'est le décès d'Henri Konan Bédié. Lorsque Henri Konan Bédié est décédé, naturellement, ça a ouvert la voie à Tidiane Thiam, qui est venu avec des méthodes peu conventionnelles, pour ne pas dire anticonventionnelles, des méthodes pas du tout glorieuses, la corruption des militants, le chantage. On a vu cela avec Kakou Gikawe, qui dit qu'il a été désavoué par son parti. Tout ça, et surtout avec un fond de tribalisme, pour faire place à Tidiane Thiam. La première situation qui va montrer une crise et un malaise au PDCI, c'est l'imposition de Tidiane Thiam. Il n'y a pratiquement pas eu d'élection, puisque c'est sur fond de tribalisme. Étant petit-fils d'Oufoué, soit dit-on, et donc Baoulé, c'est sur ce fond-là, ces deux aspects-là, que tous les autres candidats ont été chassés, éloignés, pour imposer Tidiane Thiam. Parce que dans le PDCI, tu peux tout être, mais si tu n'es pas à Caen, eux, ils ne vont pas te soutenir. Voilà la première crise qui a été installée après le décès de Bédié à la tête du PDCI. Plusieurs figures comme Kakou Gikawe, comme Jean-Louis Billon, comme Thierry Tano, vont être mis en quarantaine
Et surtout, Tidjane Thiam va amener de nouvelles méthodes où il va faire taire toute voie de contestation. Par exemple, dans le cas de Maurice Kakou-Gikawe, sa candidature aura été rejetée par le comité électoral du PDCI lors du congrès extraordinaire qu'ils ont tenu en décembre 2023. Pour Jean-Luc Billon, lui, il va dénoncer les magouilles internes lors du premier congrès extraordinaire parce qu'il voulait se présenter. Il y a eu des magouilles, ce sont ses propres mots, pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Mais comme on vous le disait, il y a d'autres personnes. Il y a Thierry Tano, il y a Ala Kwadjo Rémy, pour ne citer que ces cadres-là, qui sont restés plus ou moins silencieux. Mais tout ça, tout ce qu'on vient de vous citer là, ce sont des gens au sein du PDCI qui ont des militants derrière eux. Et eux, actuellement, ils sont dans leur frustration. Et ils n'attendent qu'une seule chose, la réaction de ces personnes que je viens de citer, Ala Kwadjo, Thierry Tano, Jean-Luc Billon et Maurice Kakou-Gikawe, et j'en passe. Gikawe va aller même plus loin pour dénoncer des injustices qu'il a subies sur fond de tribalisme au sein du PDCI. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une confusion autour même de la stratégie de Tidjane Thiam lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas présent sur le terrain. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup plus à travers quelques désœuvrés sur la toile, mais lui-même en tant que personne sur le terrain, en dehors du meeting qu'il a tenu à Soubré et à Dabou, Tidjane Thiam n'a pas connu ce qu'on appelle la vraie Côte d'Ivoire. On se pose une question, est-ce que il est allé à Soubré parce qu'il y a une forte communauté baoulée là-bas, et donc il reste toujours fondamentalement attaché à l'ethno-nationalisme, au tribalisme, pour pouvoir avoir un ancrage politique. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers les autres régions? On se demande bien si Tidjane Thiam n'a pas peur d'affronter la réalité. Parce que tôt ou tard, pour un homme politique qui n'accepte pas d'aller sur le terrain, comment est-ce que tu peux te faire connaître par les populations? Et comment est-ce que tu peux connaître les véritables problèmes des populations? Et donc, ça pose un autre problème. Ça fait que Tidjane Thiam parle des problèmes qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il ne connaît pas le terrain politique, parce qu'il ne connaît pas les Ivoiriens, et parce que les Ivoiriens ne le connaissent pas. Parce que lui-même, il ne va pas vers les Ivoiriens. À part le meeting de Soubré et de Dabou, il n'a jamais voyagé dans une autre région de la Côte d'Ivoire. Donc, il demeure quelqu'un, un chef de parti qui veut être président, mais qui n'est pas connu des Ivoiriens. Et c'est un handicap. Et les militants lui disent, c'est plus facile pour lui d'aller en Europe, de prendre des selfies, de faire des rencontres avec, soit dit-on, des personnes à l'international. Mais ça ne profite ni à la Côte d'Ivoire, ni au PDCI. Ça, ce sont ces militants même qui lui disent ça. Que toi, Tidjane Thiam, Chaka, tu fais beaucoup de voyages, on te voit avec les selfies là. Mais les bénéfices là, ça apporte quoi au PDCI? À plus forte raison parler de la Côte d'Ivoire. Il y a, en face de tout ce que je viens de vous dire, certains partisans de Tidjane Thiam, Chaka Diagne qui vous diront, mais il organise ici et là quelques rencontres avec ses collaborateurs. Mais en réalité, ses collaborateurs ne dépassent pas plus de 200 personnes. C'est ça aussi qui est la réalité. Est-ce qu'on peut animer un parti avec ce nombre-là? Je ne pense pas. Et donc, qu'est-ce que tout cela prouve? Ça prouve non seulement que à 14 mois des élections, le PDCI est un parti absent sur la scène politique ivoirienne, avec un président de parti qui ne rassure pas parce qu'il n'a aucune expérience, n'étant pas connu des Ivoiriens et ne connaissant pas le pays, encore moins les Ivoiriens. On se pose la question de savoir, est-ce qu'en 14 mois, Tidjane Thiam peut rattraper tout ce retard-là? En vérité, il faut dire que rien ne s'improvise. Rien ne s'improvise en politique. Si on veut parler du temps, le PDC est déjà mal parti
Parce que son candidat est un produit qui n'est pas connu. Et donc, en privé, il y a des gens comme les Yasmina Ouenien qui envisagent même leur propre candidature parce que, étant déçus du candidat Thiam, elle exprime en privé sa déception de voir son parti décliner. Ça veut dire quoi? Thiam n'aura pas réussi à réveiller le PDCI ou à mettre le PDCI sur un piédestal parce que lui-même n'étant pas un homme de poigne et un homme qui bénéficie d'une bonne connaissance de son propre parti. Il a pensé que les choses seraient toujours comme la vie lui a été donnée facilement. Il va venir, il va prendre, il rentre dedans facilement et tout sera à sa disposition. Malheureusement, cela n'aura pas été le cas. Parce que dans tout parti politique, il y a toujours plusieurs groupements, il y a toujours plusieurs idéologies. Et ça fait qu'aujourd'hui, face à la réalité, Tidjam Thiam ne sait avec quelle politique gérer véritablement le PDCI. C'est ce qui fait qu'il y a des barons du PDCI qui se sont mis en retrait au sein du secrétariat exécutif. Il y a aussi des tensions. Du côté, par exemple, de Jean-Luc Billon, les choses se précisent. Jean-Luc Billon ne cache plus ses ambitions de se présenter en tant que candidat à la présidentielle de 2025. Cela va effriter les voix du PDCI dans le Nord. Et encore, si on ajoute tous les sympathisants de Jean-Luc Billon, cela va effriter les voix du PDCI s'il en existe dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans toute la Côte d'Ivoire, je dirais, pour ceux qui sont partisans de Jean-Luc Billon. Et donc, l'équipe de communication de Jean-Luc Billon est en action. Ils essayent de réaliser dans le visuel la création d'un compte TikTok pour attirer un électorat plus jeune. Ils font aussi des teasers. Par exemple, Billon est aujourd'hui prêt. Il a avec lui de hauts cadres du PDCI qui sortiront bientôt à confier un responsable du jeune PDCI. C'est notre candidat, a-t-il ajouté, sans en dire plus. Un membre de la famille Billon avec qui nous avons échangé est formel. Il, c'est-à-dire Billon, est prêt. Nous allons bientôt déployer le rouleau compresseur, révèle-t-il. Au sein du secrétariat exécutif, il y a des tensions. Et donc, voilà un peu un cas qu'on vient de vous citer. Et tout ça, c'est intéressant pour le RHDP parce que les partis, que ce soit le PPACI, FPI, COGEP, MGC, se fragilisent eux-mêmes. Et le PDCI, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais voilà les réalités que je suis en train de vous démontrer. Ils ont aussi de véritables problèmes et comme je les cite au fur et à mesure, avec les tensions internes, les divisions internes, si ces personnes arrivent à se présenter, c'est encore un PDCI qu'on verra peut-être en 5 ou 6 morceaux. Mais ce n'est pas tout. Au sein du secrétariat exécutif, il y a aussi des tensions au PDCI. Par exemple, Dr Emou Sylvestre, maire de Port-Boué, est en difficulté. Selon nos sources, les réunions du secrétariat exécutif du PDCI, qui compte près de 25 personnes, ne rassemblent pas plus de 10 personnes. Environ 6 présents précisément. Dia Oufoué et Emou Sylvestre seraient en désaccord. Les deux ne s'entendent pas. Dia ne participe pas aux réunions, a révélé notre informateur. À l'origine de cette brouille se trouvent les nominations jugées frustrantes concernant les hauts représentants de Tidjam Thiam dans les départements. Et donc, au sein du secrétariat exécutif du PDCI qui compte 25 personnes, plus ou moins, aujourd'hui, à peine vous trouverez 10 à 6 personnes en train de participer aux réunions. Et par exemple, il y a deux exemples qui sont cités ici. Emou Sylvestre,
et puis Dia Oufoué qui sont en palabre et qui ne s'entendent pas. Et donc vous verrez que Dia, lui, n'assiste plus aux réunions. Et il y a encore de la frustration là-bas. Pendant que les vivants sont là et sont frustrés et ne sont pas nommés, Tidjam Thiam a eu la malencontreuse idée d'être capable de nommer des cadavres. Et donc, même dans la nomination des hauts représentants, ça pose problème, ça pose des frustrations et des divisions encore au sein du PDCI de Tidjam Thiam. Si on enlève ceux qui sont déjà frustrés, que je viens de citer auparavant, lui-même dans ceux qui sont autour de lui, c'est dans une division qu'ils sont. Dans la région du Bélier, Ala Kouadio Remi a été écarté au profit de Kona Raymond, président du conseil régional. Ce qu'il n'a pas accepté et s'est muré dans le silence. Un autre exemple de mauvaise nomination, dans la région du Bélier, ils ont nommé Raymond Kona au détriment d'Ala Kouadio Remi, qui a été écarté. Et donc, frustré, il s'est mis dans son coin et puis il les regarde. Un autre exemple, c'est dans la Mé. Et pour être plus précis, à Akupé. Il y a quelques semaines, il y avait une dame qu'on appelait Valérie Yapo. Elle a démissionné de son poste le 3 juillet 2024. Et elle n'est pas allée de main morte avec Tidjam Thiam et le PDCI. Et elle disait ceci. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne et les changements à la tête du PDCI, nous nous sommes rendus compte de plusieurs manquements à notre égard, avait-elle protesté. Et donc, elle avait été dure dans ses mots et très intransigeante dans sa position. Mais ce n'est pas tout. À Yamoussoukro aussi, le député Kwame Patrice, que les gens appellent KKP, c'est pas KKB, c'est KKPO, Kwasi Kwame Patrick. Lui aussi, il est très amer et très dégoûté, même si le PDCI essaie de se donner un air à Yamoussoukro, mais entre eux-mêmes là-bas, les choses se passent extrêmement mal. Parce que Tidjam Thiam trouve que ce dernier est trop indépendant. Il n'est pas un lèche-bot. Et donc Tidjam Thiam lui a préféré un autre cadre. Tidjam Thiam veut contrôler les hommes en les tenant par le bout du nez. À Divo aussi, il y a le même problème. Le haut représentant de Tidjam Thiam à Divo et les militants du PDCI à Divo en ce moment se livrent une guerre sans merci. Parce que tous ces soi-disant hauts représentants qui ont été nommés sont quasiment tous contestés dans leur département. Les militants les contestent. Les militants ne sont pas d'accord. Les militants du PDCI disent qu'ils ne sont pas statutaires et qu'ils ne peuvent pas accepter que ces personnes-là soient leurs patrons à la place des députés départementaux, pardon, des délégués départementaux et des communaux. Il y a aussi ce problème-là là-bas. Mais laissons tout ça. Parlons de l'animation du PDCI en tant que parti politique. À 14 mois des élections présidentielles, on ne voit ni les présidents des jeunes, ni les présidents des femmes sur le terrain. Alors qu'au RHDP, quand bien même qu'on soit satisfait ou pas, au moins on voit les femmes bouger. On voit les présidents des femmes, les délégations, les structures bouger, autant que les autres sections du parti. Mais dans le PDCI, non. Aucun président des jeunes, le président des femmes, on ne voit rien. Est-ce que ces structures-là sont mises en quarantaine? On peut essayer de répondre. Et ce qui est étonnant même,
Actuellement, je vous parle, le siège du PDCA à Bouaké a été cédé à une chaîne commerciale pour en faire un supermarché. Ça va vous faire rire. Le siège du PDCI qui est à Bouaké, là, ils ont donné ça à des commerçants pour faire... C'est devenu supermarché. Thiam lui-même doute de la plupart des animateurs des structures statutaires qui ont été nommés par Maurice Kakou Gikawe. Et donc, puisqu'il n'a pas confiance en Maurice Kakou Gikawe, ceux qui ont été nommés, les animateurs des structures statutaires qui ont été nommés par Maurice Kakou Gikawe, Tidjam Thiam n'a pas confiance en eux. Et il se retrouve dans un problème cornélien. Est-ce qu'il faut chasser toutes ces personnes-là pour reprendre avec un vide et des personnes qu'il ne connaît pas et qui n'ont pas d'expérience? Ou bien est-ce qu'il faut continuer avec ces personnes qui ont été nommées par Maurice Kakou Gikawe, mais il n'a pas confiance en eux, mais eux, ils ont l'expérience du terrain et ils ont la reconnaissance des militants. Tidjam Thiam se retrouve encore dans ce problème-là. S'il veut nommer des nouvelles personnes comme des animateurs de structures statutaires, ce seront des personnes nouvelles. Ces personnes nouvelles n'ont pas d'expérience. Ces personnes nouvelles peuvent ne pas être acceptées par les militants. Et donc, ça va encore faire effondrer le parti. Mais, si il laisse ceux qui ont été nommés et qui sont actuellement là en place, et qui sont les animateurs de structures statutaires, ces personnes-là, il n'a pas confiance en celui qui les a nommés. Et donc, il n'a pas confiance en ces personnes-là. S'il les laisse, est-ce qu'ils vont faire le travail en sa faveur? Tidjam Thiam est tiraillé. Et c'est ça qui fait que le PDCI n'avance pas réellement sur le terrain. Ça veut dire qu'il s'est lui-même pris dans sa corde. En pensant qu'il allait venir trouver des personnes qui allaient se mettre à sa solde. Parce que lui, il est venu fraîchement d'Europe, trouver des indigènes locaux qui auraient simplement obéi. Il se retrouve aujourd'hui dans les dures réalités de la politique en Afrique. Et il comprend que la politique en Afrique, ce n'est pas seulement ce qu'il avait pensé, venir simplement donner des ordres et puis pouvoir progresser. Et donc ça fait que, contrairement à ce que le PDCI montre aux gens, sur le terrain, il n'y a rien qui bouge. Et tout dernièrement, je vous ai dit, la semaine passée, ils étaient au nord. Dans certaines régions du nord, ils ont envoyé des délégations pour essayer de tâter le terrain, pour essayer de voir s'ils peuvent réellement toucher les cœurs et les esprits. Mais la moisson aura été plus que maigre. Et c'est véritablement la queue entre les jambes qu'ils sont rentrés et ils n'avaient même pas voulu en parler. Et c'est quelques rares individus comme nous autres qui en avons parlé sommairement. Ça a été un échec. Et donc là aussi, ce fut la désolation. Lorsqu'on revient à Abidjan, à part Emou Sylvestre et puis Dia Oufouela, il y a quel autre cadre du PDCI qui bouge, dont on entend parler? Personne. Or, qui veut gagner les élections doit forcément se fonder sur Abidjan. Là encore, le maire du plateau, Oyou Jacques, est presque absent des activités du parti. On a l'impression même qu'il s'est éloigné du PDCI, même s'il est officiellement membre. Jean-Marc Yassé, qui est le maire de Cocody, lui, il semble être dans un autre monde. On a l'impression qu'il est dans un autre... Il est dans un autre jeu. Lui et puis Yasmina Ounien, par exemple, on a l'impression qu'ils sont dans un autre jeu. Donc ça demeure une énigme. Et on attend de voir. Ce qu'on sait, Jean-Marc Yassé, il s'est présenté comme candidat au congrès extraordinaire contre Tidjam Thiam. Mais bizarrement, quelque temps après, il s'est mis en retrait. Et lorsqu'on en revient à Abi Raoul, le maire de Marcory, lui, il est silencieux comme un poisson. Et donc, vous voyez que même au sein d'Abidjan, à part les deux que je vous ai cités précédemment,
Les autres sont là, ils observent, désabusés. Et c'est le PDCI qui sombre quasiment dans l'inaction. Et donc, je dirais même, ils font de l'animation politique de proximité, mais de façon invisible et de façon qui n'apporte pas vraiment un résultat. Et donc, c'est au nom de tout ça, parce qu'on parle beaucoup du PPACI, on ne va plus revenir sur ça, puisque eux, c'est des gens à spectacle. Mais le PDC, ils essaient de cacher tout ça, sans oublier les combats de boxe et de karaté qu'ils se livrent entre eux là-bas. Mais revenons à une conclusion pour toute l'opposition. Si on vous a pris le cas du PDC aujourd'hui, n'oubliez pas tout ce qui se passe. Blé Goudé qui dit que lui ne va pas suivre n'importe qui pour devenir n'importe quoi. Simone Évêque Gbagbo qui a lancé sa coalition. Laurent Gbagbo qui envoie Abou Sissé dire que Simone Gbagbo l'a trahi, etc., etc. Vous voyez que l'opposition ivoirienne est complètement divisée. Quand vous les prenez de façon singulière, quand vous les prenez un à un en tant que parti, vous voyez que chaque parti est divisé au moins en 3 ou 4 partis. Maintenant, quand tu mets des partis divisés ensemble là, tu te retrouves avec une cacophonie. Et donc, il n'y a pas de symphonie là-bas. Mais c'est eux qui disent que le PDC et le RDR, RHDP a peur d'eux. Le RDR, RHDP va perdre les élections. Mais à la vérité, ces personnes n'inquiètent nullement le RHDP. Que vous les preniez individuellement ou que vous les preniez globalement, de façon collective, toute l'opposition ivoirienne ne peut en aucun cas inquiéter le RHDP en 2025. Et pourquoi nous parlons de cette façon? Il faut être simplement sur terre et regarder la réalité. Les dernières élections qui ont eu lieu, lorsque vous prenez les chiffres même parlent d'eux-mêmes. Le RHDP a obtenu 1 745 450 voix, ce qui représente 64,27%. Le PDCI a obtenu 392 281 voix, ce qui représente 14,01%. Le PPACI a obtenu 139 450 voix, ce qui représente 4,98%. La coalition PPACI-PDCI a obtenu 159 904 voix, soit 5,71%. Et les indépendants ont obtenu 192 000 voix, soit 6,92%. Ces chiffres qu'on vient de vous donner, prenons-les, les différents pourcentages, et puis mettons-les ensemble. Quand tu fais les 14,01% du PDCI, plus les 4,98% du PPACI, plus les 5,71% de la coalition PPACI-PDCI, plus les 6,92% des indépendants, c'est-à-dire au-delà de l'opposition qu'on connaît. Si on ajoute encore les indépendants, on se retrouve avec 25,63% des voix. Et donc, même par extraordinaire, je dis bien même par extraordinaire, si toute l'opposition parvenait à se mettre ensemble et à s'unir de façon exceptionnelle pour parler d'une
seule et même voie pour aller aux élections en 2025 avec un candidat unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce candidat-là n'aura pas plus de 25,63% du corps électoral. Et donc, comment voudriez-vous que le RHDP puisse être inquiet quand la réalité du terrain, quand le travail qui a été effectué pour les Ivoiriens est là, et surtout que le RHDP, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idéologie, mais n'est pas divisé. Parce que l'élément qui maintient le RDR-RHDP, c'est le président Ouattara. Son charisme maintient toutes les tendances. Il y a quelqu'un qui avait posé la question dans les commentaires. Oui, c'est vrai. Le charisme du président Ouattara maintient le RHDP à 90%. Quelle que soit la tendance là. À la fin, chacun se dit, tant que le président Ouattara est là, c'est bon, ça peut aller. On reste. Et tout au moins, on pourra aller voter pour Ouattara. Mais en votant pour Ouattara, c'est pour le RHDP que vous avez voté. Et voilà donc la plus grande chance du RHDP. Tandis que dans les autres partis, les leaders là, eux-mêmes là, leur charisme et leur aura ne tient pas. Et eux-mêmes encore posent des divisions pour se diviser entre eux. C'est le contraire dans le RHDP. Le charisme du leader, en plus du travail qui a été fait, arrive à maintenir les militants autour de lui. Et donc ça, c'est un grand avantage pour le RHDP. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la démarche du RHDP a apporté des éléments de développement dans les régions les plus reculées, a fini par installer du scepticisme dans les cœurs des gens. Ah, mais on avait dit que Ouattara, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui allait vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers, mais c'est lui qui a fait maternité dans notre village, c'est lui. À partir des éléments concrets, les gens se disent aujourd'hui, mais est-ce qu'on n'avait pas été blagué, comme ce qu'on a constaté à Daloa, où les gens sont venus dire, pendant trop longtemps, on nous a maintenus dans la politique de la haine tribale, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas eu, dans cette haine-là, on n'a pas eu les hôpitaux, on n'a pas eu les routes, on n'a pas eu ce qu'on avait besoin d'avoir. Voilà la réalité. Et c'est ça qui tue aussi nos opposants. Le fait de se maintenir dans la mauvaise politique qui les a fait échouer là. La haine. C'est la haine qui a fait tomber, l'ivoirité qui a fait tomber Bédié. Laurent Gbagbo, c'est sa xénophobie qui l'a fait tomber. Mais ces deux partis reviennent en 2024 et se tiennent à ces vilaines idéologies-là et veulent forcément impressionner. C'est ce qui vous a fait tomber. Mais vous ne prenez pas conscience. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas vous relever avec le langage identitaire. Mais chaque jour ici, on vous parle des dirigeants du PPACI qui sont toujours dans la haine, en train de s'aimer la haine, en pensant que même s'ils arrivaient à s'aimer la haine, est-ce que vous aviez les moyens d'encaisser les conséquences de votre haine que vous s'aimez? Vous ne vous posez jamais cette question-là. Or, les temps ont changé. Si vous comptez sur les moyens de la violence, aujourd'hui, ceux que vous avez en face de vous, ils ont non seulement les moyens de violence et de réaction de leurs militants, mais aujourd'hui, ils ont aussi les moyens de l'État à leur avantage en termes de violence. Mais vous ne calculez pas tous ces facteurs-là. Et donc, vous restez dans les mêmes modèles en pensant obtenir le résultat contraire. Alors que c'est justement ces modèles-là, avec le pouvoir d'État que vous aviez successivement PDCI, PPACI, FPI, c'est avec ces modèles-là que vous avez été désavoués dans les élections. C'est le même discours que vous avez tenu en 2010. Vous êtes tombé. C'est le même discours qui a fait tomber Laurent Gbagbo. C'est le même discours qui a fait tomber Henri Konan Bédié en disgrâce. Mais c'est aujourd'hui le PDCI qui a un président qui a été élu sur fond de tribalisme. Laurent Gbagbo qui tient le tribalisme à travers ses militants, Kwao Justin et autres et bien d'autres. Donc vous voyez que, en plus de cela, ils ne se rendent pas compte que la réalité aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont vu une autre manière de faire la politique. La politique du bavardage, là, ça n'intéresse vraiment pas les Ivoiriens, sauf les Ivoiriens qui ne pensent pas à leur avenir. Un politicien, ce n'est pas un bavard.
Un politicien, c'est un homme d'action qui laisse des traces. C'est un homme qui vient pour être jugé sur ses actes et non sur ses propos. Et ça, l'opposition ivoirienne va la prendre à ses dépens en 2025. Vous serez battus. Vous serez battus au minimum, je dis bien au minimum, à 64,27% dans les voix. Je dis bien au minimum. Le RHDP va gagner entre 64,27 voire 70%. Le RHDP va vous battre. Et là, vous allez vouloir faire dans la violence. Mais c'est là aussi que vous allez manger votre totem. On n'est pas des savants, on n'est pas des magiciens. Mais quand tu regardes la vie avec réalisme, là, tu vois la vérité et tu peux te sauver. Comme disait le Christ, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais ici, mon peuple périt par sa volonté de ne pas vouloir accepter la réalité. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On va lire l'édito de Mère Blanc et quand on aura fini, le temps disponible qui est là en fonction de ceux qui vont se présenter rapidement, on va vous laisser la parole et pouvoir reprendre encore la route du boulot. Et donc, à tous ceux qui voudraient parler, attendez, dès qu'on finit de lire rapidement l'édito de Mère Blanc et d'en faire un commentaire, vous vous signalez rapidement et en vérité rapidement. Sinon, une fois que le temps qui est donné, vous n'êtes pas là-dedans, on ne vous prendra pas. Parce que si vous ne vous signalez pas dans le temps, ça mélange les programmes et on ne peut pas prendre le risque de ne pas être à l'heure au travail. Ici en Occident, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Ici, tu rates le boulot, c'est toute ta vie qui va prendre un coup. Et donc, au nom de ces réalités-là, peut-être beaucoup ne comprennent pas. On fait un effort déjà, et quand on dit aux gens, voilà le temps qu'on a, c'est vraiment le temps qu'on a. Ceux aussi qui prennent la parole, les jours où on a le temps, on laisse tout le monde parler. Mais quand on dit on n'a pas le temps, là, c'est qu'on ne l'a pas. Quand vous venez là, prenez la parole. Après, bonjour tout le monde. Allez directement dans ce que vous avez à dire. Allez à l'essentiel. Les jours où vous voulez parler et qu'on a le temps, vous pouvez revenir et puis parler autant que vous souhaiteriez. Et donc, on va lire l'édito de Mère Blanc pour le moment. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « La terre promise ». Depuis que la Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest et le pays dont le rythme du développement étonne le monde entier, son environnement social en est impacté. Il est impacté de plus en plus, mais de façon négative. Vous me direz que le développement d'un pays attire le meilleur, mais aussi le pire. Oui, mais sauf que dans le cas précis, le pire grossit et va à une allure effrénée. La Côte d'Ivoire est devenue, pour certains, cette dame à la peau mouchetée. Comme si chaque communauté, chaque idéologie subversive voudrait avoir sa propre part du pays dans l'espoir de ne pas avoir à rendre compte à qui que ce soit. La communauté gay voudrait faire passer le pays pour son berceau fertile. Et ironie du sort, les pays d'où viennent les gays nous moquent et traitent notre pays de Woubiland. Il y a aussi la menace de la communauté des descendants d'étrangers incarnés par les frères Thiam et tous ceux qui s'y reconnaissent. Puis vient le clan de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui rêvent de reconquérir le pouvoir et qui sont prêts à aller s'allier au diable, quitte à mettre le pays à feu et à sang. Cette misérable liste n'est malheureusement pas exhaustive. Permettez-moi de terminer mon argumentaire en dénonçant la plus ignoble partie de cet ouvrage.
c'est ceux qui se disent collaborateurs du président Ouattara le jour et qui manigancent avec l'ennemi la nuit. Ne dit-on pas que l'ennemi le plus efficace est celui qui t'est intime? Qu'Allah nous en préserve. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Et encore, merci pour cette belle thématique qu'elle soulève. Comme disait Sun Tzu dans le préambule de l'art de la guerre, les 7 éléments fondamentaux, il nous parlait de l'environnement, le temps et bien d'autres. Et tout ça, il faut pouvoir identifier les menaces et aussi trouver la méthode qu'il faut pour les affronter. Et voyez-vous, d'aucuns voudraient aujourd'hui traiter la Côte d'Ivoire de Woubilen. Personne n'aime l'homosexualité. Mais dans le bunker, on a attrapé Ouréa avec 2 jeunes mignons. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Hein? Ouréa était avec 2 jeunes mignons. Ça aussi là. Ne pensez pas que ça a commencé aujourd'hui. Au café qui était, je ne connais même plus le nom, au bord de la lagune, ceux qui se rencontraient là-bas, là, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein? Chaque société connaît des problèmes. Et malheureusement, dans la sous-région, c'est-à-dire au Cameroun, par exemple au Mali et bien d'autres pays, les homosexuels de ces pays-là viennent en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, le fait qu'il n'y a pas une loi qui soit claire, ça crée la confusion. Café de Rome, c'est ça. Merci beaucoup. Café de Rome, c'était le point de rencontre des homosexuels. Et donc, voyez-vous, vous êtes très mal placé parce que la Côte d'Ivoire a hérité de vos lacunes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tout a été réussi parce qu'on ne peut pas demander l'impossible à quelqu'un qui a autant travaillé que le président Ouattara. De créer un monde parfait, comme ce que Platon appelait Callipolis. On ne peut pas créer Callipolis. Non, c'est dans l'ordre de l'idéal. Je dirais même de l'idéal, dans le monde des idées, le monde idéal. On ne fait que ce qu'on peut. Mais ceux qui critiquent aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait, à part encourager la négativité? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est ça encore qui vous définit mieux. N'est-ce pas vous qu'on a vu tout récemment en train d'aller faire allégeance à Ibrahim Kaka pour le supplier de venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire à travers Kone Katina? On n'a pas vu Laurent Gbagbo envoyer quelqu'un pour supplier de venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire peu glorieuse que nous ne voulons plus voir. Comment des gens qui disent nous allons diriger les Ivoiriens, mais en même temps nous allons les sacrifier pour leur montrer que, en réalité, cette volonté-là prouve qu'ils n'ont pas envie de diriger des gens vivants. Et bien Blanc pose toutes ces thématiques-là, que ce soit à l'intérieur du RHDP lui-même, des ennemis intimes qui aujourd'hui font le travail des opposants. Voilà autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mes chers mères, soyez assurés d'une chose, c'est ça aussi la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir, lorsque vous essayez d'acquérir le pouvoir, vous pensez que c'est la chose la plus difficile. Mais une fois parvenu au pouvoir, c'est là que vous vous rendez compte que la difficulté commence. Comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, les frères du combat deviennent des ennemis parce que le gain, le matériel, finit par les séparer. Les ambitions finissent par les séparer. Et malheureusement, c'est comme ça l'histoire du monde. Et il faut des leaders charismatiques, il faut des gens intelligents pour pouvoir vraiment être canalisés
et être capable de comprendre les enjeux et de pouvoir aider véritablement le peuple qui a besoin qu'il soit éclairé et qu'on puisse le guider. Vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui sont présents aujourd'hui. Merci à tous ceux qui veulent prendre la parole. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a moins de 40 minutes qui nous restent. Et donc, tous ceux qui veulent la parole, on va vous laisser 2 minutes pour vous signaler. Parce que c'est ça, en fonction du temps qu'on a, c'est ce qu'on peut faire. On vous laisse 2 minutes pour tous ceux qui voudraient se signaler. Vous connaissez déjà la méthode. Signalez-vous en 2 minutes. On va pouvoir vous donner la parole. Et donc, on va laisser les 2 minutes s'écouler. Et toutes les personnes qui vont se présenter dans ces 2 minutes-là, vraiment, c'est ce que nous pouvons faire pour ne pas empiéter sur nos propres activités. Et donc, tous ceux qui pourront se présenter dans ce laps de temps, c'est véritablement avec ces personnes-là qu'on pourra faire le direct en leur laissant la parole. Donc, à tous ceux qui voudraient prendre la parole, vous nous excuserez. On va vous laisser le temps de vous signaler rapidement. Et comme ça, le temps qui est là et que nous pouvons laisser à la disposition des uns et des autres, on va le partager équitablement pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Ok. Mesdames et messieurs, nous avons atteint le temps des 2 minutes et nous avons 1, 2, 3, 4 personnes. C'est avec ces 4 personnes-là que nous allons évoluer. Et j'avais dit 40 minutes. Donc, on va laisser à chacune de ces personnes 10 minutes. On ne pourra plus prendre... Il y a une personne qui vient de s'ajouter de façon exceptionnelle, on va accepter. Mais après ça, on ne prendra plus personne. Et donc, les 10 minutes ne pourront plus tenir. Et donc, on va laisser 8 minutes à chacun pour pouvoir parler. Et donc, on va aller rapidement déjà avec les personnes. Et s'il vous plaît, lorsqu'il va vous rester 1 minute, si vous voulez que je donne mon avis, ne me laissez pas donner mon avis en 1 seconde. Et donc, s'il vous plaît, si vous voulez mon avis, dans les 8 minutes, laissez-moi le temps de pouvoir développer quelque chose. Sinon, si vous me laissez 1 seconde pour pouvoir donner mon avis, je ne pourrai pas donner mon avis en 1 seconde. Mais ça fera partie des 8 minutes. Et donc, il faut que les uns et les autres soient extrêmement efficaces. Et plus vous allez laisser la parole vite, et mieux ce sera. Ça va nous faire gagner en temps. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment ça va? Oui, bonjour, chef frère, ça va, alhamdoulilah, oui, chez toi. Oui, ça va. Donc, on va vous laisser vos 8 minutes. D'accord, merci, chef frère. Je dis bonjour à tous les élèves de la classe et bon vendredi à tous. Chef frère, au fait, il y a un truc qui fait polémique actuellement là sur les réseaux et ça provoque pas mal de débats et tout. Mais allô? Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà. Donc, ça vient plus souvent des militants de l'opposition qui sont toujours reconnus dans la propagande et la manipulation. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'en quelque sorte, l'Ivoirien est comme un gros bébé pour qui tu peux prendre des heures à cuisiner et quand la nourriture est prête, il te demande de mettre la nourriture dans sa bouche et quand tu refuses, il trouve que tu es méchant. Il s'en fout des heures de cuisine que tu as fait, mais juste parce que tu as posé la nourriture et que tu as refusé de lui mettre ça dans la bouche, il te traite de méchant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Ivoirien ne va pas aux informations. L'Ivoirien ne sait même pas de connaître en tant que citoyen ses droits et devoirs.
Mais pour connaître ces droits et devoirs, il faut déjà connaître même les lois de chez toi. Also, par rapport à l'article qui a été sorti, et il y a les autorités qui disent comme ça dans l'article, et punit toute personne qui va avoir des propos de haine à l'endroit du truc et d'autrui par rapport à sa religion, son ethnie et son orientation sexuelle. Mais en ce qui concerne ça, à quel moment ils ont parlé des homosexuels et à quel moment ça a légalisé l'homosexualité en Côte d'Ivoire? Nulle part. Mais les lois sont prises pour des citoyens. Et que tu sois homosexuel ou pas, tu es considéré avant tout comme un citoyen. Mais je continue encore. Lorsque quelque chose est légalisé, ça donne des droits à ces personnes. Mais si l'homosexualité était légalisée en Côte d'Ivoire, on allait aussi voir peut-être des articles qui autorisaient le mariage, comme se fait en France ici. Et en France même, ils ont aussi le droit même d'adopter des enfants. Mais on ne voit rien de tout ça. Mais quand tu vas prendre l'article 413 du Code pénal nouveau, on nous parle d'être puni toute personne qui s'adonne à des actes, des trucs à contre nature et j'ai oublié l'article, mais ça nous parle de contre nature et d'impudique. Mais tu vois des gens en train de pleurer, on n'arrive pas à envoyer nos enfants à la boutique, à Yopougon, on souffre, on peut sortir ici. Alors qu'à Cocody, il y a des trucs, il y a des homosexuels qui se sont fait expulser d'une cité parce que les gens de Cocody, connaissant leurs droits, se sont réunis en tant que parents de famille, s'inquiétant pour les enfants, ont pu utiliser le code pénal 413 nouveau pour dire que ces personnes-là s'exhibaient tellement dans la cité qu'ils avaient de l'influence sur les enfants. Et voilà, vers la fin, ces trucs et ces homosexuels ont été expulsés de la cité. Parce que la loi est mise pour les Ivoiriens, pour protéger les Ivoiriens ou pour faire valoir les droits. Mais si à Yopougon, vous préférez aller sur le truc, sur les TikTok de Nicapol ou bien sur les TikTok de Béret, que de partir peut-être sur Internet pour connaître le code pénal et qu'est-ce que vous devrez prendre demain pour vous protéger, ils préfèrent venir faire des témoignages sur TikTok. Nos enfants sont plus sont plus en paix. Nos enfants sont en danger. Alors qu'à Cocody, il y a des parents qui ont pu utiliser le code pénal pour protéger les enfants comme ces personnes-là qui avaient une de mauvaise influence sur les enfants. Mais vous ne cherchez pas à connaître ça. Vous perdez plus de temps sur les panels qui ne servent à rien. Et après, ça peut interpeller le gouvernement. L'Ivoirien, on prend des lois pour qu'ils puissent prendre ça pour se protéger. Ils ne cherchent même pas à connaître ces lois-là et tu les vois sur des panels en train de pleurer. Ils préfèrent prendre son unité pour aller écouter des gens inutiles que de se renseigner, que d'aller aux informations. Et je prends l'exemple, même si les trucs des loyers, ils se sont plaints. Oui, les propriétaires de maisons demandent 1 an de caution, 18 mois de loyer. Les autorités répondant au cri de cœur de la population ont pu structurer. Donc, ils ne respectaient pas les lois. Et après, essayer de faire valoir ses droits devant les autorités pour que 2-3 personnes puissent être arrêtées, pour que tout le monde se soumette aux règles de la République. Mais non, ils préfèrent toujours que c'est le gouvernement qui doit venir se promener dans chaque maison pour demander est-ce que le propriétaire il a respecté la loi qu'on a mis? Est-ce que le propriétaire il a respecté la loi qu'on a mis? Mais on prend des lois pour que vous protégez vos enfants et vous-même vous puissiez au moins faire valoir vos droits aussi comme des personnes qui n'ont pas qui sont pas des exemples dans la société. Mais non, ça plaît toujours et c'est le gouvernement, malgré qu'il met des lois en place, qui doit encore se promener dans chaque quartier pour savoir est-ce que vous êtes à l'aise au quartier ici. Mais à un moment donné, là, arrêtons d'être des gros enfants
L'homosexualité n'a jamais été un truc légalisé en Côte d'Ivoire. Et il y a des lois même qui encore vous donnent la possibilité de les signaler ou bien d'entamer des démarches si les gars ils s'exhibent comme ça dans la rue et pour qui va donner un mauvais exemple à vos enfants, vous n'arrivez même pas encore aussi à faire ça alors que la loi est là pour tout le monde. Et ils prennent des raccourcis, de toute façon, ils sont protégés. Mais maintenant, si toi-même, tu n'es pas allé faire valoir tes droits pour qu'au moins tu puisses témoigner pour dire voilà ce que j'ai fait et comme ils sont protégés, voilà quel résultat ça a donné. Donc, on vient ensemble pour décrier ça. Mais vous venez prendre des raccourcis, ils sont protégés. Malgré vos enfants sont violés, au lieu d'aller porter plainte, ah non, si ça va pas aller quelque part. Alors qu'il y a des PD qui ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement. Donc la loi existe et la loi est appliquée. Il vous reste, vous venez de finir votre temps. Donc on va vous demander de faire la conclusion. Donc je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok. Donc merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. À vous pareillement et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Et donc, comme disait Tefeut, quand vous prenez la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019, la loi qui est relative au mariage en Côte d'Ivoire, je dis bien le mariage, cette loi-là est venue pour diminuer les inégalités entre l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'esprit de la loi ivoirienne, là, le mariage, l'union, là, c'est entre un homme et une femme. Et pourquoi? Pour s'assurer de protéger la famille. Et par exemple, je vous prends un détail. La femme mariée a l'usage, entre parenthèses, le droit du nom du mari et non l'obligation et l'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais déterminé et harmonisé. Ainsi qu'il suit. Madame, suivi de son nom et prénom de jeune fille, épouse, suivi du nom du mari. C'est un exemple simple que je vous prends. Cette loi dont je vous parle, c'est un exemple. Tellement la loi est claire. La loi dit, quand on dit union là, en Côte d'Ivoire, là, c'est une femme et puis un homme. Mais c'est tellement clair qu'on dit même là, on trouve que les femmes là, elles n'ont pas trop de droits. Et cette loi est venue encore pour augmenter les droits des femmes. Par exemple, on ne peut plus appeler une femme, par exemple, Madame Koulibaly, Madame Tantantan. Non. Selon la loi, maintenant, on va écrire Madame, suivi de ses noms. Ça veut dire si elle s'appelle Tantantan, on met Tantantan, plus son prénom, épouse, et puis maintenant, on met le nom du mari. Mais dans ce détail-là, on nous parle d'un homme et d'une femme. Et l'esprit de la loi ici se veut clair. Chers Ivoiriens, comme l'a dit Tefeut, c'est à vous-même de vous réveiller hein, et de savoir où aller. Si tu te comportes comme un mouton, la vie va te broyer. Dans la vie, là, si tu n'apprends pas, la vie c'est comme une route. Si tu n'apprends pas à lire les signaux qui sont sur la route, le code de la route, là, et puis tu veux avancer, là, tu vas forcément faire un accident. Et vous pensez que les autres là, les politiciens avec les gens vont venir faire votre bonheur à votre place. Personne n'est là pour faire le bonheur de son ami. Hein. Chacun se débrouille dans la vie. Et chacun se bat à sa façon. Si vous ne vous réveillez pas, vous pensez que c'est en criant sur TikTok que votre vie va changer. Ou bien que c'est là que vous allez changer la loi de vos pays. Apprenez d'abord à connaître les lois. Les lois là même disent quoi d'abord? Cette loi seule là, la loi numéro 2019-577 du 26 juin 2019, là, allez vérifier. Et venez nous montrer, vous verrez que l'homosexualité, l'esprit de la loi n'y va même pas. Et donc, apprenons à savoir où nous allons pour ne pas tomber dans des erreurs qui vont nous coûter plus que cher. Et donc, tous ceux qui se sont présentés tard, nous ne pourrons pas vous prendre. Comme je l'ai déjà dit, insisté, le temps faisant défaut, nous ne pouvons pas prendre le risque d'improviser.
Alors? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, je vais bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse votre temps de parole de 8 minutes. Ok. Parents épris de paix, pour la bonne marche de la gouvernance de Papa Ado, faisons très attention. Car, vous savez, hein, l'opposition veut utiliser le phénomène qui ne veut plus se faire rare en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Oubilélé. Prendre des brigands, ils vont prendre des brigands, des voleurs, des assassins, des violeurs même, pour agresser ces personnes-là et dire que demain, à la communauté nationale ou internationale, comme quoi le Papa Ado est en train d'utiliser des gens pour pouvoir les agresser à tout va, à faire du n'importe quoi. Donc vraiment, faisons très attention, parce que ça aussi c'est primordial. Les conseils aussi sont primordiaux. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses dans le désordre. Et puis demain, quand ça va arriver, c'est pour dire oui, on ne savait pas que ça allait prendre comme ça de l'ampleur. Donc il faut vraiment faire très attention. Donc je vous en prie, c'est vrai qu'on peut vraiment parler de ça, on peut se plaindre, on peut vraiment critiquer et puis aussi donner des solutions. C'est pas seulement critiquer et puis sans donner de solutions. Donc faites très attention parce que vous savez très bien, je vous ai déjà dit que c'est Oubilélé là, ils sont bêts à l'opposition. Ils sont versés à l'opposition. Ceux qui sont devenus blogueurs aujourd'hui, influenceurs là, tout cela c'est des opposants. C'est parce que l'histoire de blogueurs, influenceurs a pris de l'ampleur que tu as l'impression qu'ils se sont assagis. Mais ils sont revenus à leur position de chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir là. Ils sont revenus à cette position-là. Donc vraiment, je vous en prie, ne faisons pas les choses dans le désordre. Il faut vraiment les signaler et puis ou bien leur donner des conseils qu'ils changent. Prévenez-les pour que la prochaine fois, ils ne répètent pas. Mais ne tombez pas sur eux pour les agresser, faire du mal. Alors que Boribana, là, c'était à côté des cafés de Paris, hein, que vous connaissez là. Donc, ce monsieur-là, il partait les recruter là-bas. Donc, faites très attention. Donc, mon éclairage, c'était juste ça. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci de cette belle efficacité. Et vraiment, merci pour les conseils que vous donnez. Parce que c'est toujours utile et ça aide. Et vraiment, merci beaucoup. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces et qu'il nous accorde vraiment toute sa bonté. Allô? Oui. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour. Okay. Je vais bien. Et vous? Oui, ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on vous laisse vos 8 minutes. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Et voilà, je salue tout le monde et bon Juma Moubarak à tout le monde. Merci. Vous, l'opposition ivoirienne, vous êtes tombé si bas jusqu'à ce point-là? Vous avez été incapable de présenter une feuille de route. Vous n'avez rien fait durant toutes les années que vous avez choses à effectuer en tant que président en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, c'est l'histoire de Woubi que vous voulez jouer dessus maintenant pour avoir quelque chose. Bah, vous pensez que nous avons oublié votre temps? Je vous rappelle qu'à votre temps, on les tuait, on les battait, ils étaient chassés comme des animaux. Ils se cachaient. Donc, ne venez pas aujourd'hui vous faire passer pour des saints-nitouches, pour vous faire passer comme des défenseurs de ces personnes-là. Vraiment, quand on est incapable, même quand on est sans dignité, vraiment, c'est honteux. Soyez surtout parce qu'on n'a rien à proposer, parce qu'il n'y a personne derrière nous. Franchement, ça fait pitié. Vous faites pitié. Et les Woubi qui vont croire à ce que vos bêtises, croire à vos bêtises que vous dites, et voilà, pour penser que vous êtes avec eux, franchement, ça sera mal vous connaître. Et on sait que votre fils, le grand là, lauréat, l'oreille d'éléphant là, est apparemment le syndicat. Mais ça, nous allons y revenir. Voilà, toi, Ibrahim Traoré, le vaurien du Burkina,
celui qui a été incapable de sécuriser comment on appelle ça, le pays, qu'il a tout fait pour venir se mettre en tête en mentant à la population qu'il allait balayer en quelques mois le Burkina de tous les djihadistes. Et malheureusement, la population a fini par comprendre en fait que c'était lui le chef du djihadisme. C'est pour cela que vous avez chassé, vous avez arrêté le contrat que vous aviez avec la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous aviez ça vous avez le contrat avec la Côte d'Ivoire, ils vous ont aidé à combattre le djihadisme. Ils ont eu à tuer pas mal de ces rats-là. Ils ont eu aussi à vous donner pas mal de ces djihadistes. Pourquoi djihadistes? Pourquoi vous avez arrêté cela? C'est parce que ça fait votre affaire. Et récemment encore, vous avez mis en danger la vie de votre population. Vous avez fait tuer des habitants de votre pays. Voilà, donc en fait, la population doit comprendre en fait qui vous êtes en fait. Vous êtes un incapable, vous êtes une personne sans personnalité, tout ce que vous avez, c'est venu écouter ce qu'on vous dit et venir vous asseoir pour raconter votre bêtise comme d'habitude et vous n'êtes pas capable de trouver une solution à votre pays. Franchement, ça fait honte. Et c'est vous qui êtes censé venir libérer les pays africains. C'est vous qui dites que vous ne travaillez pas avec l'impérialiste. Et pourtant, vous portez les vêtements de l'impérialiste. Vous attrapez les mallettes de l'impérialiste. Vous ne marchez pas pour aller pendant toute la journée. Vous montez dans la voiture de l'impérialiste. Vous faites les choses tout. Vous dormez, comment on appelle, avec des climatiseurs fabriqués par l'impérialiste. Le courant là, c'est vous qui avez fabriqué le courant. Comme vous voulez vous jouer à la personne qui ne veut plus travailler avec l'Occident. Alors pourtant, vous êtes là, vous léchez les fesses et les pieds des Russes. Franchement, ça fait pitié. Une personne qui s'est fait vendre par un Kémy Séba, une personne sans rien sur son CV, comme un Kémy Séba, un vaurien qui n'a fait que s'enrichir sur le dos de ses propres parents africains. Franchement, je ne sais pas comment te qualifier. Tu es une personne qui n'a même pas le droit même qu'on parle de toi. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Et toi, franchement, Ibrahim Traoré, franchement, tu fais la honte de l'Afrique. Franchement, tu es la pire des choses qui est arrivée en Afrique. Essaye de régler ce qui se passe dans ton pays et puis arrêtez, dis à ta population d'arrêter de venir inonder notre pays. Tu as dit que tu étais capable, tu t'en occupes. On en a marre de voir votre population venir remplir le nord de notre pays. Nous avons nos problèmes, on doit pouvoir régler cela. Et voilà, nous ne sommes pas là pour prendre la merde, les affamés de tous les pays. Attention, ça commence à bien faire. La Côte d'Ivoire n'est pas la poubelle des pays désœuvrés, des pays analphabètes, des pays affamés, des pays dirigés par les inconscients, par des blacons qui ne connaissent pas le prix de savon, ainsi que le prix d'un seau d'eau pour se laver, pour venir remplir notre pays. On en a marre. Voilà, trop c'est trop. Fin à tout ça. Chacun doit s'occuper de sa merde maintenant. Merci beaucoup et bon vendredi à tout le monde. Et puis voilà, à bientôt. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de tout ce que vous venez de dire. Nous vous souhaitons un excellent vendredi et toute la protection divine. Vraiment, merci infiniment. Merci. Je vous Au revoir. prie. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne, c'est Mère Sali Kone. C'est avec elle que nous allons terminer le direct de ce vendredi. Merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui ont été là. Et on va directement terminer et vous dire infiniment merci. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Bonjour, chef frère, comment tu vas? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Et de votre côté?
Ça va, j'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Hein. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Et de votre côté? Ça va. Ah, ok. Bravo Geneva, bravo d'aller vite, d'aller partir vite et puis toucher un peu à tous les sujets. Bravo. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est ce qu'on va dire. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous donne beaucoup de vendredis dans la santé, dans la prospérité et que Dieu nous garde tous. L'éclaireur. Moi, je vais dire aux gens qui accusent le RHD, quand ils ont politisé cette histoire de Woubi là pour dire que oui, que c'est le RHDP qui a fait que, c'est le gouvernement qui a fait qu'ils sont devenus nombreux en Côte d'Ivoire. Quand Ismaël Isaac est en train de dire, c'est le porteur de couches, sont en bas et gâtés, c'était en quelle année? Quand les Yodé aussi ont dit, où il y a trou, il y a goût là, c'est en quelle année? C'est Papa Ado qui était au pouvoir. Quand Ismaël Isaac a dénoncé ceux-là ici, là, ceux qui étaient au pouvoir, là, ils ont fait quoi? Et quels sont ceux qui sont venus enrichir? Quels sont ceux qui sont venus encourager les jeunes à pratiquer? Où il y a tout, il y a goût. On a vu ça, non? Donc aujourd'hui, là, c'est sur RHDP, vous allez venir jeter votre appel de Woubi, là. Les Woubi, là, c'est ceux qui étaient là, quand on dit où il y a tout, il y a goût, là. C'est eux là qui ont multiplié les Woubi. Vous avez compris? Si vous ne savez pas quels sont ceux qui sont venus à cette histoire de Woubi, Woubi, je ne sais quoi dire là. Quand il y a ici, on chantait où il y a tout, il y a goût, là. Vous étiez où? Quand Ismaël Isaac dénonçait là, pour dire que c'est le porteur de couches là, vous étiez où? Aujourd'hui, vous allez venir vous arrêter pour dire que c'est le pouvoir de RHDP. Hé, vous là, RHDP n'a pas tant de ça, hein. RHDP là, ils savent pourquoi on les a mis au pouvoir. Vous, population, vous qui leur donnez vos maisons, vous qui les faites louer vos maisons là, c'est vous votre faute. Moi là, tu loues ma maison, tu es pété là, il te fait sortir par la justice. Et si on me demande pourquoi, je dis, hé, l'argent que j'ai eu là, c'est la sueur de mon front, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne peux pas accepter qu'un contre-nature vienne prendre ma maison. Donc arrêtez d'accuser le gouvernement. Vous qui leur donnez la place pour dormir là, c'est vous aussi, vous êtes en participation. Anyway, de toutes les façons, on aura le temps d'en parler ce dimanche sur TikTok. Arrêtez vos conneries. Vous voulez tout jeter sur ce gouvernement qui a plus à faire. Il y a la sécurité de nos parents au nord. Parce que vous n'êtes pas fils du Nord, vous n'êtes pas fille du Nord, ça ne vous intéresse pas. Mais nous, les filles du Nord, là, notre gouvernement a assez à faire pour nous là-bas. Parce que voilà, Ibrahim est en train de faire exprès, ils s'entendent avec les djihadistes, ils vont les armer, et puis demain, ils vont dire, descendez en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Nous, là, c'est ça là qui nous préoccupe à notre gouvernement. Votre histoire de Woubi, là, c'est vous-même qui avez fait les Woubi. Nous, on a mes enfants, je leur ai dit dès le départ. Dès que ça a été accepté ici par Obama, comme ils peuvent se marier, j'ai dit à mes enfants, celui qui devient ça, je m'en fous, si tu es un milliardaire, tu n'es plus mon enfant. Parce que je ne sais pas par défaut que tu es venu au monde. J'ai voulu. Voilà pourquoi tu es garçon ou bien tu es femme. Tu deviens ça être là. Oublie-moi. Parce que moi là, je crains Dieu plus que tout. Il y a une seule chose que nous sommes sûrs sur cette terre, que nous allons avoir de Dieu, c'est la mort. Même si on ne connaît pas Dieu, on sait tous qu'on va mourir. Moi, c'est ma mort, je ne crains pas cette vie sur terre. Craignez Dieu. Craignez l'éternel. Craignez celui qui vous a créé. Et vous allez voir que votre conduite va savoir vous conduire dans la vie. À cause de l'argent pour dire n'importe quoi, d'autres même dire non, c'est ma famille, c'est mon comme ça. Hey, ta famille fait ce que Dieu n'aime pas, tu fais quoi avec lui? Demain, tu vas mourir. Mais on va en parler sur TikTok dimanche, Inch'Allah. Maintenant, vous, l'opposition là, vous étiez où quand on faisait les élections couplées? Là, vous n'avez pas parlé des révisions des listes électorales. Hein. Maintenant que le présidentiel arrive, vous levez vos conneries. C'est quelles sont vos regards dedans? L'éclairage, je vais m'arrêter là. Bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse Papa Ado. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont autour de lui avec le cœur vrai. Que Dieu, ceux qui sont avec deux cœurs, qui sont en train d'utiliser le président. Que Dieu les dévoile. Qu'eux-mêmes se dévoilent d'eux-mêmes. Comme de la manière ça se dévoile seulement là. Dévoilez-vous jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Pour qu'on puisse partir les vraies personnes. Parce que où on arrive là, trop c'est trop. Voilà Blaise Goudé qui se lève aujourd'hui, qui porte plainte. Yeah, si Papa Ado voulait porter plainte contre toutes ces diffamations qu'on a fait contre l'Israël président, Ivoirien savait tout dire. Si Blaise Goudé devient président de Côte d'Ivoire, personne ne pourra parler de lui. Tu parles de lui, tu vas en prison, mieux tu meurs. Merci là-bas l'éclaireur. Et vraiment que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre du Nord, tous ceux qui mettent la sécurité pour nos parents en Côte d'Ivoire. Vraiment que Dieu vous protège. Et vraiment on prie pour vous. Inch'Allah. C'est qui est sur Dieu d'en faire. Merci beaucoup l'éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci à tous ceux qui ont participé et merci à tous ceux qui ont pu prendre la parole. Et merci à tous ceux qui, à travers quelques manières, permettent qu'on puisse faire passer nos messages. C'est ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Demain, ce sera un autre jour. Merci à vous tous. Et cher maire, merci pour votre disponibilité et votre engagement pour la conscientisation des masses. Merci à tous les EPV et que Dieu nous préserve de tous les maux et qu'il nous guide sur les droits chemins. Et c'est ici que nous allons mettre fin au direct de ce jour.
Et nous disons merci à tous. Et chère mère, comme il est d'habitude, on va vous laisser faire la conclusion. Ok, on va dire ici merci à Dieu de nous avoir toujours donné l'éclaireur en santé pour qu'ils viennent ici nous égayer et qui viennent aussi nous conscientiser. Merci à toi et merci à Papa Ado, merci à tout son gouvernement et vraiment que Dieu ait sa main sur eux et que Dieu les guide toujours vers le bonheur de la Côte d'Ivoire. Comme il l'a toujours dit, il est là pour le bonheur des Ivoiriens et que Dieu continue de lui donner cette santé et cette force de toujours pouvoir conduire l'Ivoirien vers le meilleur pour l'Ivoirien même. Amen. Merci à toi l'éclaireur, merci à tous les EPV qui nous ont suivis. Demain est un autre jour. Merci. Merci également à vous et excellente journée à chacun et à chacune.